Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des forces et du moment d'une force. En physique, on représente les forces par un vecteur, comme nous l'avons vu dans la première vidéo. Cela signifie que la force possède une grandeur qui s'exprime en newtons, une direction et un sens. Le vecteur de la force peut se déplacer le long de sa ligne d'action. La force est une mesure de l'interaction entre deux corps. Regardons maintenant ses effets. Une force peut maintenir un corps en équilibre, induire un changement, comme par exemple lui donner une accélération, ou bien le déformer. En observant autour de vous, vous pourrez voir différents exemples de forces. La première force qui affecte tous les objets avec une masse est le poids. Il est issu de l'interaction entre l'objet et la Terre. C'est une interaction à distance dont la ligne d'action passe par le centre de gravité de l'objet étudié et le centre de la Terre. Pour représenter cette force, on dessine un vecteur à partir du centre de gravité de l'objet, toujours vertical, pointé vers le bas, c'est-à-dire pointé vers le centre de la Terre. On note cette force avec la lettre W majuscule. Sa grandeur est proportionnelle à la masse de l'objet en kilogrammes et dépend de l'accélération gravitationnelle qui vaut 9,81 mètres par seconde carré en moyenne à la surface de la Terre. La deuxième force que vous pouvez observer facilement est la force normale. Cette fois, c'est une interaction de contact, c'est-à-dire qu'elle est présente dès que deux objets se touchent, par exemple votre clavier sur votre table. La normale, comme son nom l'indique, est perpendiculaire à la surface de contact et représente la réaction exercée par le corps supportant l'autre objet, comme la table sur le bloc dans l'exemple ici. Dans le cas du bloc, on l'applique au centre géométrique de la surface en contact. Mais que se passe-t-il s'il y a plusieurs surfaces en contact, comme pour cette fusée? La force normale se répartit à travers les différentes surfaces en contact. Elles ne sont pas nécessairement égales, mais sont toujours perpendiculaires à la surface. Sa grandeur se détermine avec les équations d'équilibre que nous verrons plus tard. Regardons maintenant le cas où le bloc est posé sur une surface inclinée. Comme on peut le voir, on retrouve le poids, vertical dirigé vers le bas, et la force normale, toujours perpendiculaire à la surface. Votre instinct scientifique vous indique que le bloc aura tendance à descendre la pente, car rien ne l'empêche, à moins de prendre en compte la rugosité entre les deux surfaces. Cet effet est symbolisé par la force de frottement. Celle-ci s'oppose au mouvement, qu'il soit supposé ou réel. Pour la représenter, on utilise un vecteur parallèle à la surface et qui s'oppose au mouvement supposé. Pour calculer sa grandeur, on utilisera les équations d'équilibre. Pour finir cet aperçu des différentes forces, regardons comment définir la tension dans une corde ou dans un câble. Dans cet exemple, nous avons toujours le poids dirigé verticalement vers le bas. La corde empêche le poisson de tomber dans l'eau. Cela signifie qu'elle exerce une force dirigée vers le haut le long de la corde. Si on regarde la corde, intuitivement, on perçoit que le poisson tire sur celle-ci, ce qui se traduit par une tension orientée vers le bas. La grandeur de la tension est la même tout le long de la corde si on néglige le frottement. La poulie permet de diriger la force vers une autre direction. Le pêcheur devra exercer un effort identique à celui exercé par le poisson sur la corde. Maintenant que nous avons défini plusieurs forces que nous allons rencontrer pendant le cours, nous allons nous intéresser au moment d'une force. Pour cela, regardons cette roue de voiture et plus précisément cette vis. Comme vous l'aurez deviné, nous allons observer comment la dévisser à l'aide de la clé. Nous remarquons que la clé et la vis tournent autour d'un axe qui passe par le centre de la vis, le point O. Avant d'aller plus loin, définissons le moment d'une force. Cela correspond à la mesure de l'efficacité de cette force à faire tourner un objet autour de ce point. Le moment d'une force est une quantité vectorielle, c'est-à-dire qu'on pourra lui associer une grandeur, une direction et un sens, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Pour définir mathématiquement le moment d'une force, nous allons regarder quels paramètres influencent son efficacité, ou, en d'autres termes, comment être le plus efficace possible pour dévisser la vis. Le vecteur F représente la force appliquée sur la clé. On remarque que le point d'application de la force joue un rôle. Plus on s'éloigne du point O, plus il sera facile de faire tourner la clé. Si on applique la force F sur ce point, la clé ne tournera pas. On appelle D la distance reliant le point O au point d'application de la force F.
Le deuxième paramètre est la grandeur de la force. Plus celle-ci sera grande, plus le moment de la force sera important autour du point O. À votre avis, est-ce que l'orientation de cette force joue un rôle? On peut observer que lorsque la force est suivant la même direction que le vecteur D, rien ne se passe, c'est-à-dire que l'on ne pourra pas tourner. On remarque que l'efficacité est maximale lorsque la force est perpendiculaire au vecteur D. Nous avons à présent tous les outils nécessaires pour définir mathématiquement le moment d'une force. Il correspond au produit vectoriel entre le vecteur reliant le point O au point d'application de la force et le vecteur de la force. On note le moment avec la lettre M majuscule et l'on indique le point où l'on calcule celui-ci. De plus, vous aurez remarqué que nous travaillons beaucoup en 2 dimensions jusqu'à présent. Cela nous permet de faire quelques simplifications, surtout au niveau du moment. Il sera alors défini suivant un seul axe, et lorsque l'on notera le moment M, il correspondra à sa composante. Reprenons un schéma plus général. On définit le point O comme le point où l'on calcule le moment de la force, le point A est le point d'application de la force F, D est le vecteur reliant le point O au point A. On retrouve l'expression mathématique du moment comme étant le produit vectoriel entre D et la force F. Comme nous l'avons vu précédemment, l'orientation de cette force joue un rôle sur la valeur du moment, et que celui-ci est maximal lorsque la force et la distance D sont perpendiculaires. On peut donc en conclure que seule la composante de la force perpendiculaire à D joue un rôle dans le calcul du moment. Nous allons nous intéresser à l'expression mathématique obtenue. F perpendiculaire représente la composante perpendiculaire de la force. Elle est égale à la grandeur de la force multipliée par le sinus alpha. L'angle alpha est l'angle entre le vecteur D et celui de la force. Il est important de noter ici que F perpendiculaire est en valeur absolue. Nous allons changer la position de sinus alpha dans l'expression mathématique, en le mettant à côté de D. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, cela correspond à la projection du vecteur D sur la ligne d'action de la force. Nous pouvons alors définir la distance perpendiculaire partant du point O et allant jusqu'à la ligne d'action comme D perpendiculaire. Vous pouvez aussi remarquer que la force se déplace le long de sa ligne d'action. Ainsi, D perpendiculaire est directement perpendiculaire à F. Pour conclure, vous pouvez voir ici 2 façons de calculer le moment, soit à partir de la distance D et de la composante perpendiculaire de la force, soit à partir de la grandeur de la force et de la composante perpendiculaire du vecteur D. À partir de ces expressions, on peut définir l'unité du moment d'une force comme étant des newtons-mètres. Maintenant que nous avons vu comment calculer le moment d'une force en 2 dimensions, nous allons regarder le produit vectoriel et comment définir le signe de ce moment d'une force. Reprenons la définition d'un produit vectoriel. Le résultat d'un produit vectoriel correspond à la surface formée par les 2 vecteurs qui interagissent ensemble, ici D et F. Le moment est perpendiculaire à cette surface. Il est important de respecter l'ordre des vecteurs dans le produit vectoriel puisque celui-ci n'est pas commutatif. En 2 dimensions, si D et F sont suivant les axes X et Y, le moment de la force sera dirigé suivant l'axe DZ. On le notera simplement MO. Pour connaître son signe, autrement dit son sens, nous allons faire une petite manipulation. Je vous invite à prendre un crayon. Tenez-le à son extrémité gauche avec votre main gauche. Puis, poussez l'extrémité droite vers le haut avec un doigt de la main droite. Vous observez que le crayon tourne en sens antihoraire ou sens trigonométrique. Le moment de la force appliqué par rapport au point O est donc positif. Nous allons maintenant définir nos vecteurs D et F dans un repère O, X, Y. Nous allons déterminer le moment de la force F par rapport au point O. Nous plaçons le point O au centre de ce repère. Ce n'est pas une obligation. Ici, c'était pour faciliter l'interprétation. Le vecteur D, reliant le point O au point d'application de la force, a une composante X positive et une composante Y négative. Sa composante X vaut la grandeur de D multipliée par le cosinus de l'angle alpha et sa composante Y vaut moins la grandeur de D multipliée par le sinus de l'angle alpha. Nous allons procéder de la même façon pour le vecteur de la force. Ici, Fx et Fy, les 2 composantes de la force, sont positives.
fx est égal à la grandeur de f multiplié par le cosinus de l'angle bêta, et fy est égal à la grandeur de f multiplié par le sinus de l'angle bêta. À ce moment-ci, vous devez vous poser la question, mais pourquoi fait-on cela? Il est parfois plus simple de décomposer la force en ces deux composantes et de calculer le moment de chacune de ces composantes par rapport au point qui nous intéresse. Le moment total correspondra à l'addition des deux moments obtenus. Pour cela, nous allons déterminer la distance perpendiculaire définie comme précédemment. Celle-ci doit partir du point O et rejoindre la ligne d'action de chacune des composantes. Sur le schéma suivant, nous avons simplement fait glisser chaque composante le long de sa ligne d'action. Ici, dy est la distance perpendiculaire à fx et dx est la distance perpendiculaire à fy. Le moment de fx par rapport à O est positif, il sera égal à la valeur absolue de dy multiplié par fx, et pour fy, il est également positif et sera égal à dx multiplié par fy. Le moment total au point O correspondra à l'addition de ces deux moments. Maintenant, regardons comment faire lorsque l'objet subit plusieurs forces. Les forces fx et fy peuvent être assimilées à deux forces différentes. Dans ce cas, on calcule le moment pour chacune de ces forces par rapport au point sélectionné, et pour obtenir le moment total par rapport à ce point, on fait la somme algébrique des moments calculés précédemment. Il est important de respecter le signe de chaque moment. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les forces et le moment d'une force. Nous vous retrouverons dans une prochaine vidéo.